Bienvenue dans cette deuxième édition des Détours de Science qui se déroule dans le cadre de la Fête de la Science et qui est sous le thème de l'alimentation, santé et bien-être. Donc l'objectif de ce programme, c'est de partager avec le plus grand nombre des questions scientifiques d'actualité, sous la forme de débats participatifs. Donc on espère qu'il va y avoir beaucoup de questions des internautes que je pourrai relayer ensuite lors de la présentation de M. Hérault que je vais présenter juste après. Alors aujourd'hui, on va se poser une question autour de l'environnement et plus particulièrement des pesticides, du rôle des pesticides dans le cancer et plus particulièrement dans les leucémies. Il s'agit d'une conférence qui va être donnée par le professeur Olivier Hérault, qui est professeur à l'université de Tours, chef de service en hématologie et qui dirige également un laboratoire de recherche justement sur la leucémie et qui étudie un petit peu ces effets de l'environnement sur la leucémie. Olivier va nous parler d'exposition aux pesticides dans le cadre d'une leucémie particulière qui est la leucémie aiguë. Donc Olivier, je te laisse la parole, une vingtaine de minutes, et ensuite on te posera quelques questions que je relayerai auprès des internautes. Merci beaucoup Christophe. Et avant de commencer mon exposé, je voulais remercier l'université et le professeur Régis Sankar qui a beaucoup participé à l'organisation de cette réunion. Et je trouve que c'est intéressant que l'université s'implique dans ces problématiques sociétales qui ont des impacts multiples, notamment au niveau médical et biologique. Et les forces qu'on développe à Tours sur cette recherche spécifique de l'impact des pesticides sur le risque des maladies du sang sont des sources à la fois d'inquiétude, mais peut-être d'espoir avec les pistes que nous avons. Donc, j'ai prévu quelques diapositives comme substratum de ma conférence, et je vais discuter une quinzaine de minutes. Je propose de commencer par la première diapositive. Pourquoi se pose-t-on la question de l'impact des pesticides sur la santé ? Je pense qu'il faut reprendre ces courbes que vous voyez. Vous voyez ici la consommation des pesticides par hectare en fonction du temps sur les 20 dernières années, en kilogrammes par hectare. Et vous voyez qu'on a mis en couleur les courbes de l'Asie, des Amériques et de l'Europe, et qu'on a globalement une augmentation de la consommation de pesticides depuis une trentaine d'années, 20 à 30 ans. L'Europe, vous voyez, n'est pas la plus grosse consommatrice de pesticides par rapport à d'autres régions du monde, et en particulier l'Asie, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter après, par rapport au mécanisme de survenue de certaines maladies du sang. Pourquoi est-ce que ces courbes augmentent ? Il faut déjà d'emblée savoir que l'intérêt des industriels et du monde agricole d'utiliser des pesticides, c'est d'avoir des rendements importants et de maintenir des rendements qui permettent de nourrir la population mondiale. Et on sait que c'est un enjeu majeur des prochaines années, même si il faut comprendre quels sont les impacts en termes médicaux et sur la santé de l'utilisation de ces pesticides. Alors, les pesticides, on les retrouve partout dans l'environnement. J'aurais bien voulu simplifier cette diapositive, mais on va les retrouver bien évidemment à gauche dans le monde agricole pour justement avoir une production et des rendements suffisants. On va les retrouver sous forme d'insecticides, de fongicides et d'herbicides. On va les retrouver dans les eaux souterraines, les eaux de surface, mais on va aussi les retrouver dans l'air. On a des normes pour les concentrations des résidus de pesticides dans les eaux. On n'a pas de normes pour pour les concentrations dans l'air. Et on va avoir derrière une contamination des environnements intérieurs, soit par l'air, soit par les produits qui sont dans l'ameublement, par exemple, soit par les insecticides qu'on peut utiliser à domicile. Et ce qui fait qu'on arrive sur la droite au fait que la population générale est exposée, elle aussi, à des pesticides en cocktail, puisqu'il y a des multiples mélanges de ces différents pesticides qui sont souvent à l'état de très très faible dose, de traces, mais dont l'impact sur la santé n'est pas à négliger. Et évidemment, il faut bien sûr considérer que l'alimentation est une source
d'exposition aux pesticides, puisqu'on sait à peu près globalement, dans les dernières études qui avaient été rapportées dans un rapport de l'INSERM publié récemment, qu'entre 40 et 60% des produits alimentaires présentent des traces de pesticides, et si on reprend une étude de 2011, que 6% ont des résidus alimentaires des résidus de pesticides au-delà des seuils autorisés. Donc la problématique en santé va donc se poser avec les fortes doses et les faibles doses. Alors en tant qu'hématologue, je ne parlerai que de l'impact de ces pesticides sur les maladies du sang et je ne déborderai pas de ce sujet des maladies du sang. Concernant les fortes doses, la problématique qu'on s'est posée, que se pose le monde hématologique, c'est quel est l'impact de ces pesticides sur le risque de maladie du sang. Alors très simplement, vous savez que les cellules sanguines sont produites dans la moelle osseuse et on va produire des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes. Il y a deux types de globules blancs, il y a les lymphocytes et il y a tout ce qui n'est pas lymphocyte. Et donc on va distinguer dans la moelle osseuse deux branches de fabrication de ces cellules sanguines. Une branche qu'on dira lymphoïde, l'hématopoïèse lymphoïde, et une branche qu'on dira myéloïde. Myéloïde, c'est tout ce qui n'est pas lymphocyte, à savoir des globules blancs de type monocyte, des globules rouges, des plaquettes et des polynucléaires neutrophiles. Et ce système de production des cellules sanguines dans la moelle osseuse se fait au contact de cellules qui sont au sein de cette moelle et qu'on appelle la niche hématopoïétique, un mot bien compliqué, mais qui correspond au micro-environnement de la moelle. Cette niche est très importante et ces cellules violettes que vous voyez là sont très importantes parce qu'elles vont contrôler le bon fonctionnement de ce système de production de cellules lymphoïdes et myéloïdes. Alors quand ce système se bloque ou s'emballe, eh bien on va voir apparaître des maladies. Si on a trop de lymphocytes du fait d'anomalies qui vont se produire dans le fonctionnement des cellules souches, eh bien, on pourra parler de syndrome lymphoprolifératif, de leucémie lymphoïde chronique, de lymphome, voire de myélome. Et puis, si on a un blocage dans la différenciation de ces cellules associé à un excès de prolifération, eh bien, apparaîtront des leucémies aiguës. Et les leucémies aiguës sont des pathologies, comme tout le monde le sait, particulièrement graves. Alors, dans les maladies du sang, et en lien avec les pesticides, les grosses études qui ont été menées ces dernières années ont établi que l'exposition à de fortes doses de pesticides a un impact sur l'hématopoïèse lymphoïde, donc tout ce qui touche les lymphocytes, avec la reconnaissance de trois grandes pathologies qui sont les lymphomes malins. Alors un mot bien barbare, les lymphomes malins non hodgkiniens pour les différencier de la maladie de Hodgkin, le myélome multiple ou maladie de Kähler et la leucémie lymphoïde chronique, pour lesquels une présomption d'association entre exposition aux pesticides et survenue de ces maladies du sang a été bien établie dans les différentes études, ce qui a abouti à la reconnaissance de ces pathologies chez les professionnels exposés en tant que maladies professionnelles. Et vous voyez qu'il faut à la fois l'exposition à de fortes doses et pendant au moins 10 ans. Mais là, on n'a pas du tout les leucémies aiguës. Et en particulier, on n'a pas les leucémies aiguës de la branche myéloïde, qui sont des affections particulièrement graves, qui touchent plus l'adulte que l'enfant, et qui vont graves parce que les stratégies thérapeutiques actuellement sont malheureusement assez limitées. Alors, la question sur laquelle nous avons travaillé à Tours, dans mon équipe de recherche de l'université avec le CNRS et au CHU, est de l'impact des pesticides sur le risque de ces affections myéloïdes et en particulier des leucémies aiguës myéloïdes. Alors pour ce faire, nous avons regardé déjà si la question était censée. Et pour savoir si la question est censée, on a regardé l'incidence des leucémies aiguës myéloïdes aux États-Unis, puisqu'on avait à la fois un grand bassin de population et une bonne traçabilité des registres. L'incidence des leucémies aiguës aux États-Unis entre 1990 et 2016, en fonction, et en même temps, on a couplé cette courbe que vous voyez en gris pâle, qui est l'incidence de ces leucémies aiguës, à la courbe, aux histogrammes qui correspondent à la consommation des pesticides à l'hectare sur les mêmes périodes aux États-Unis. Et vous remarquez qu'il y a quand même une superposition des courbes et statistiquement, elles sont reliées. Ça laisse entendre que les pesticides pourraient être responsables de leucémies aiguës myéloïdes. Alors, on a été amené à faire une étude qu'on appelle une méta-analyse,
où on a regardé toutes les données depuis 1946 jusqu'à 2020. Et on a, à partir de l'extraction de 3 grandes bases de données mondiales, on a pu identifier, comparer 3 955 malades par rapport à près de 10 000 sujets contrôle non exposés aux pesticides. Et on a démontré qu'il y avait une association entre l'exposition aux fortes doses de pesticides et la survenue d'une leucémie aiguë myéloïde, avec un risque qu'on peut considérer augmenté de 50%. Cette étude a été assez médiatisée et elle incite à réfléchir à des mesures préventives dans le monde agricole, mais on y reviendra, mesures préventives qui sont déjà largement appliquées. Mais en tout cas, cette affection n'est jusqu'à ce jour pas reconnue comme une maladie professionnelle. Et si on a maintenant cette notion de risque de leucémie aiguë myéloïde avec les fortes doses de pesticides, une des questions qui se pose, c'est quid des faibles doses? Quel est l'impact de faibles doses en cocktail auquel toute la population générale est exposée? Et ça fait l'objet de nos recherches actuelles, donc à Tours. Et on se pose la question notamment des effets cocktails des pesticides à très faible dose, donc qu'on consomme tous dans la population générale. Et là, en s'intéressant tout particulièrement à ces fameuses cellules violettes que vous voyez là, qui sont les cellules de la niche ou du micro-environnement, qui pourraient stocker pendant de longues années de très faibles doses de pesticides et par leur effet cumulatif aboutir à une dérégulation de l'hématopoïèse, donc ce processus de fabrication des cellules sanguines, et aboutir à des états pré-leucémiques, voire leucémiques. Et donc les atteintes fonctionnelles, on a évidemment fait ces études, elles sont en cours de publication, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a beaucoup d'arguments pour penser que les pesticides à faible dose vont aller altérer ce micro-environnement de la moelle osseuse et faire le lit d'affections pré-leucémiques qu'on appelle les syndromes myélodysplasiques ou myélodysplasie, qui dans 30% des cas vont être amenés à évoluer en leucémie aiguë. Donc nos thématiques actuelles, c'est d'essayer de prouver de façon définitive ce lien entre pesticides à faible dose, myélodysplasie, et pour essayer de comprendre aussi pourquoi seulement 30% des myélodysplasies vont évoluer de façon particulièrement grave vers une leucémie aiguë myéloblastique. Donc vous voyez, à côté de ce qu'on sait jusqu'à 2018 sur ces maladies qui touchent toute la branche lymphoïde de l'hématopoïèse, nos recherches à Tours nous permettent d'ouvrir des pistes vers les hémopathies myéloïdes, les leucémies aiguës et les états pré-leucémiques, avec, on l'espère, donc mais ça va être l'objet de la discussion, des pistes pour prévenir toutes ces problématiques. Toutes ces recherches se font évidemment en lien avec l'Université de Tours, le CHU et le CNRS, comme je le précise sur la gauche, mais aussi avec des collègues des unités INSERM de Rennes et de Nantes, et puis de réseaux nationaux qu'on a pour certains d'entre eux le plaisir de piloter. Voilà, merci de ton attention, Christophe, et puis de l'attention des internautes. Merci Olivier pour cette présentation sur cette belle étude que vous avez publiée dans Scientific Reports. C'est une étude qui a été publiée récemment, c'est ça? En janvier dernier. En janvier dernier. Tout à fait. Dont on parle beaucoup effectivement actuellement. Donc on a quelques questions là que je vais pouvoir te relier, Olivier. Donc, est-ce qu'on sait quels sont les pesticides qui ont été étudiés dans cette étude? Ou est-ce que tu parles de cocktail, est-ce que c'est 5, 6, 7 pesticides différents ou... Alors je vais faire une réponse en deux parties. La première concernant les fortes doses, pour lesquelles on a trouvé une association avec le risque de leucémie aiguë myéloïde. Malheureusement, on n'a pas pu identifier de molécules dans les études qui ont été publiées jusqu'à maintenant, de molécules précisément associées à ce risque de leucémie aiguë. Ce qu'on sait, c'est que ce sont plutôt des insecticides et plutôt des produits qu'on dit fumigants en aérosol, qui augmentent le risque. Après, il y a d'autres facteurs qui jouent, mais on en reparlera en dehors des pesticides, du type de pesticides. Dans l'étude qu'on a menée en cours de publication sur l'impact des très faibles doses, on s'est intéressé à un cocktail des 7 pesticides les plus utilisés et les plus présents
dans l'environnement au niveau alimentaire, dans les eaux de boisson et dans les aliments. Et on a pris, nos sources ont été celles de l'Agence européenne des produits alimentaires qui contrôle tout ça. Et on s'est basé sur une liste qui a déjà été publiée par des collaborateurs, enfin des collègues de l'unité INSERM de Nantes. Et on a pris la même liste à différentes doses très très faibles. Et c'est cet effet cocktail qu'on a étudié avec, alors je dirais que j'en citerai 2 en particulier, qui sont le Maneb et le Mancozeb sur les 7, qui sont potentiellement les plus impactants sur l'effet biologique, même si seuls ils ne suffisent pas à déclencher les effets cellulaires que nous avons observés. C'est ça, en fait, il en faut plusieurs. Exactement. Un pesticide à faible concentration n'aurait pas d'effet. Un deuxième, associé à un deuxième qui n'a pas d'effet en sol, mais l'association de ces 2 pesticides peut développer un effet. C'est très clair. L'idée, finalement, de travailler sur des cocktails de pesticides que l'on rencontre dans l'environnement et à faible concentration, c'est ça. Complètement, parce qu'on n'est pas exposé à un seul pesticide dans notre quotidien. Les études qui sont faites montrent qu'on quantifie en général entre 300 et 500 résidus de pesticides dans les différentes études de l'environnement. Là, on a pris les 7 plus fréquents et c'est évident que l'effet cocktail est un élément à prendre en compte. Alors, est-ce qu'il fallait s'arrêter à 5 ? Est-ce qu'il fallait aller à 8, 9 ou 10 ? Bon, avec 7, on est déjà mieux qu'avec un seul. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a très très peu d'études qui concernent ces effets cocktails. Et les normes qui sont établies par l'agence européenne dont je parlais tout à l'heure sont des normes pour des produits à l'échelle individuelle. On va connaître la dose journalière acceptable, mais c'est pour un produit pris isolément. Donc c'est une vraie problématique, cet effet cocktail, et dont le monde médical et scientifique a de plus en plus conscience. D'accord, très bien. Et tu parlais d'autres facteurs à un moment donné dans ta présentation. Est-ce qu'on peut considérer que d'autres facteurs de l'environnement pourraient, associés à ces pesticides, être aggravants ou le contraire, pourquoi pas finalement réduire les effets des pesticides? Est-ce que c'est quelque chose, je ne pense pas que les études ont été réalisées, mais est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, on a dans les facteurs de l'environnement qui peuvent augmenter le risque de certaines maladies du sang, on connaît des produits chimiques. Par exemple, le benzène et dérivés du benzène. On a les radiations ionisantes qui peuvent être aussi source de maladies particulièrement graves. Donc là, on est dans des contextes de facteurs de risque environnementaux. Après, je pense qu'on n'est pas égaux sur le plan génétique vis-à-vis de la gestion de la toxicité de faibles doses de pesticides. Et que certaines populations, en fonction de leur patrimoine génétique, pourraient avoir un risque plus élevé de développer telle ou telle zémopathie. Quand je disais tout à l'heure qu'on voit en Asie qu'il y a une consommation de pesticides importante, eh bien on a aussi un patrimoine génétique dans certaines populations asiatiques avec des polymorphismes sur certains gènes qui pourraient être associés à une moins bonne défense vis-à-vis des agressions cellulaires de certains pesticides. Bon, je ne veux pas aller très en avant parce que ça faudra me réinviter dans quelques semaines quand notre papier sera accepté. Hein, je le dis aux organisateurs, mais là je développerai plus avant. Mais on n'est certainement pas égaux vis-à-vis de tout ça. D'accord, donc cela nécessite certainement d'autres études, comme tu disais, d'autres méta-analyses associées à des études plus... Des études mécanistiques, parce qu'il y a quand même un élément qui, à mon avis, plus ça va, plus je suis convaincu qu'on est exposé à des pesticides, tous, dans la population générale, que ces pesticides, ils sont présents et qu'ils vont être présents pour longtemps. Et que beaucoup de produits qui ont été interdits il y a plusieurs années sont encore présents dans les eaux souterraines ou dans les sols. Et on voit bien qu'il y a une rémanence de certains de ces dérivés qui vont poser problème. Et donc, je pense que ça fait partie d'un existant de notre quotidien et que, alors, dépolluer les sols, dépolluer les eaux, c'est certainement très complexe. Limiter l'utilisation des pesticides, c'est évidemment une voie d'avenir, mais aussi comprendre les mécanismes biologiques sur les conséquences biologiques à l'échelle cellulaire de ces pesticides,
là pour avoir une action de prévention des effets délétères de ces pesticides. C'est-à-dire si on sait que telle enzyme est altérée par l'exposition aux pesticides, eh bien, si on peut favoriser par exemple par l'alimentation avec des alicaments un blocage de ces effets nocifs des pesticides par une hygiène alimentaire couplée à des connaissances qui permettent de recommander tel ou tel produit alimentaire. Parce qu'évidemment, on ne pourra pas imaginer que ce soit un médicament qui soit donné sur 30 ans pour prévenir l'effet des pesticides. Donc c'est plus sur des notions d'alicaments et de médicaments, d'alimentation, une espèce d'alimentation anti-pesticides finalement. D'accord. Et ça, j'y crois beaucoup. C'est très, très spéculatif, hein, mais la connaissance fondamentale des mécanismes permet ensuite de dire quelles sont les molécules naturelles qui pourraient bloquer les effets des pesticides sur des mécanismes essentiels de la cellule. D'accord. Alors quand on voit tous les différents pesticides, leurs différentes structures moléculaires, propriétés d'intégration dans les membranes, hydrophobe, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un seul mécanisme d'action des pesticides ou du cocktail Alors, parce que est-ce qu'en termes de prévention, on ne devrait pas aller peut-être même au-delà du mécanisme d'action du pesticide, plus justement en l'associant, comme tu disais, à l'alimentation, quelque chose de plus général? Alors, quand on est sur des mécanismes généraux, par exemple, mon équipe de recherche est très spécialisée dans le stress oxydant, stress oxydatif. Donc, les dégâts cellulaires qui sont liés aux espèces réactives de l'oxygène, aux radicaux libres, si on est un peu trivial. Eh bien, quand on est dans les mécanismes généraux, automatiquement, ça va permettre ces mécanismes seraient la conséquence de beaucoup de molécules. Ce qu'il faut s'espérer, c'est arriver à identifier des mécanismes généraux qu'on pourrait limiter par justement des molécules naturelles, non dangereuses sur le long terme. Mais c'est comme tout en recherche, hein. Faut rester très humble. On apporte un grain de sable sur une mer, une plage de connaissances nécessaires avant de faire un progrès spectaculaire. Je reprendrai l'exemple d'une maladie en hématologie qui est particulièrement édifiante, la leucémie myéloïde chronique. Hein. C'est une affection qui a été découverte en 1960 et le traitement qui va être remarquablement spectaculaire, qui va se prendre par un comprimé par jour et qui va régler le problème, alors que c'était une maladie gravissime, eh bien, c'est 40 ans de recherche, 16 000 publications scientifiques. D'accord. Mais par contre, une fois qu'on a trouvé le mécanisme, quand on sait où taper, même des cellules qui sont extrêmement dangereuses, eh bien, elles deviennent très fragiles quand on a exactement identifié le mécanisme. Donc il faut soutenir la recherche et il faut trouver les moyens de financer la recherche sur les pesticides. Les plus présents dans l'environnement sont d'abord les cibles les plus logiques. Oui, bien sûr. Et donc là, tu parlais de prévention finalement, donc on est dans la prévention finalement. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, il faudrait prévoir en termes de prévention pour essayer de limiter l'impact que pourraient avoir ces pesticides dans l'incidence des cancers, ou même pas que l'incidence, dans la progression, parce que j'imagine que ce n'est pas que l'incidence. Là, l'étude, c'est cas témoins, c'est ça sur, oui. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas imaginer que ces pesticides aient aussi un rôle sur les traitements, sur la sensibilité à un traitement donné, de par son mécanisme d'action, de par sa propriété chimique? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, je n'ai pas obligatoirement d'éléments de réponse très précis sur cette question. Ce qu'on sait, c'est que quand on a une leucémie aiguë, il y a deux grands types de leucémie aiguë. Celles qui surviennent de novo, c'est-à-dire brutalement, il y a une anomalie, une translocation, un échange de morceaux de chromosomes qui aboutit à l'apparition d'une leucémie. Et puis il y a les leucémies secondaires, à un état pré-leucémique, à l'exposition à des produits chimiques, par exemple, etc. Les leucémies aiguës secondaires sont en général beaucoup plus difficiles à traiter que les leucémies de novo. D'accord. Parce qu'elles s'installent sur une affection pré-leucémique qui a fait le lit de la maladie et elles sont beaucoup plus difficiles à éradiquer. Après, je ne sais plus quel était le début de la question, j'ai oublié. C'est sur de la prévention, mais est-ce qu'on peut la imaginer, prévention, tu en as parlé un petit peu, mais le monde agricole est très sensible parce que les premières victimes des maladies du sang en lien avec les pesticides sont celles du monde agricole. Et les travailleurs exposés à ces pesticides sont très sensibles à ça. Et pour avoir beaucoup de relations avec ce milieu,
de plus en plus, tous les agriculteurs le disent, ils ont considérablement réduit l'utilisation des pesticides depuis 20 ans. On le voit bien d'ailleurs quand on regarde les courbes en Europe. On a une courbe qui est relativement plate par rapport à l'Asie ou aux États-Unis. Et il y a une culture dans le monde agricole que je trouve de plus en plus évidente, qui est la culture de la juste dose, qui permet de mettre la quantité juste nécessaire de produits phytosanitaires là où la plante en a besoin, aidée en cela par, on le voit, des tracteurs connectés avec une analyse des sols en temps réel qui permet de déposer la dose adéquate sur telle partie d'un champ et pas dans telle autre. Donc il y a la juste dose, il y a toutes les mesures préventives qu'utilisent les agriculteurs en termes de masques, de protection individuelle. Après, des questions se posent sur les distances entre la zone d'épandage et les habitations, puisque la réglementation est de quelques mètres. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais entre la zone d'épandage et les zones d'habitation. Ça, c'est des vraies questions sociétales qui font l'objet de débats récurrents. Et puis après, il y a tout le fait que pour la population générale, l'utilisation de produits dans lesquels on trouve très peu de pesticides est certainement un bienfait. Et donc l'utilisation de produits bio est certainement à recommander dans la mesure du possible. À condition qu'on puisse avoir des rendements suffisants en produits bio et à des coûts qui sont socialement et sociétalement acceptables. D'accord. Donc, très bien, merci Olivier. Donc là, une question d'un internaute. Est-ce que les enfants sont touchés ou ces maladies concernent principalement les adultes finalement? Alors, le risque de leucémie aiguë est augmenté. Il y a une association qui est révélée entre l'exposition aux pesticides et le risque de leucémie aiguë chez l'enfant, essentiellement dans le cadre d'un usage domestique. Je disais tout à l'heure qu'on retrouve des pesticides dans l'usage domestique, dans l'air, dans les produits qui sont relargués par l'ameublement, dans les insecticides. Donc ce lien, il est avéré. Par ailleurs, chez les enfants, chez la femme enceinte, il y a une femme enceinte exposée dans un contexte domestique à des pesticides, à une augmentation du risque de leucémie aiguë chez son enfant à venir, et avec une augmentation selon le type de leucémie qui est entre 40 et 50%. D'accord. Et encore plus étonnant, si on peut dire ça comme ça, quand le père est exposé aux pesticides, il y a en préconceptionnel, je dis donc avant la conception de l'enfant, il y a une augmentation du risque de leucémie aiguë chez l'enfant, à naître, enfin à concevoir même avant de naître. D'accord. Ça, c'est une étude qui a été rapportée il y a quelques temps. Donc, c'est clair que les enfants ne sont pas protégés de ce risque, et en particulier dans leur environnement direct domestique, et même durant la grossesse, voire avant la conception, si le père a été exposé. D'accord. Donc, il y a un facteur environnement et ça dépend des parents finalement. D'accord. Et la même chose pour la mère, j'imagine. Alors en préconceptionnel, c'est pas établi. C'est le père, à ma connaissance. Mais je parle quand même. Alors on a une augmentation du risque, attention, mais on a une augmentation d'un risque de maladies qui sont relativement rares, voire très rares. Donc, il ne faut pas que toutes les femmes enceintes se mettent à paniquer. Ça reste des risques très faibles de développer une leucémie aiguë infantile. Et ce risque très faible, il est augmenté par l'exposition aux pesticides durant la grossesse. D'accord, très bien. Alors, on a une autre question. Qu'en est-il du jardinier du dimanche? Quel degré d'exposition aux pesticides? Quelle prévention? Donc là, c'est les surdoses, j'imagine, c'est les concentrations élevées, c'est ça Le jardinier du dimanche, il a comme objectif de ne plus avoir un brin de mauvaise herbe dans son jardin et qu'il arrose en permanence son terrain de pesticides. C'est sûr que ce n'est pas une bonne chose. Et là, on est finalement sur des doses assez élevées, finalement. Le jardinier du dimanche, peut-être pas. Je pense qu'on est dans des doses relativement faibles. Et là, on voit bien qu'il y a des recommandations d'utiliser des gants, d'utiliser des masques et d'avoir une attitude tout à fait raisonnable quant à l'utilisation de ces produits. C'est bien ce qui a conduit aussi à l'interdiction du glyphosate chez les particuliers, aussi pour limiter le risque.
Mais le jardinier du dimanche, s'il a son jardin qui est à côté d'un champ dans lequel il y a des zones d'épandage fréquentes, il a peut-être plus de risques par l'épandage du champ à côté que par son jardin lui-même. Donc il faut aussi relativiser tout ça. D'accord, très bien. Là, on parle de leucémie aiguë. Dans ta présentation, tu as parlé de leucémie aussi chronique. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que les faibles concentrations de cocktails de pesticides impactent également d'autres types de leucémie autres que la leucémie aiguë? Alors, le lien entre faible concentration et hémopathie, maladie du sang, n'est pas établi. D'accord. C'est donc, quand on parle ces faibles concentrations, nous, tout ce qu'on a fait, on a fait des études in vitro au laboratoire, on a pris des cellules, on les a exposées à des faibles doses de pesticides, des cellules de la moelle osseuse, et on a vu qu'on retrouvait les mêmes anomalies que celles qu'on voit dans des états pré-leucémiques de patients âgés. D'accord. Alors, ce n'est pas pour autant qu'il y a un lien de causalité évident et qu'il y a un lien statistique qui est démontré. C'est des études au laboratoire et on est étonné de voir qu'on a les mêmes anomalies chez des patients qui ont des myélodysplasies en particulier. On a des anomalies à des niveaux enzymatiques en particulier. Les formes, le lien entre les maladies du sang, il est très clairement, entre pesticides et maladies du sang, il est très clairement établi pour les fortes doses. D'accord. Et évidemment, il s'agit de maladies chroniques dont on parlait tout à l'heure. Hein. La leucémie lymphoïde chronique, les lymphomes et le myélome sont des syndromes qu'on dit lymphoprolifératifs qu'on peut considérer comme des maladies chroniques avec une évolution plus ou moins rapide. Mais c'est tout ce qu'on sait en santé publique sur les fortes doses de pesticides, tout ce qu'on sait sur pesticides et maladies en général, même en dehors des hémopathies, sont très liés aux fortes doses. C'est logique un peu aussi, puisque les faibles doses sont difficiles à appréhender sur un bassin de population. Et il faudrait avoir à la fois une parfaite connaissance de l'exposition à faibles doses sur un bassin de population qu'il faudrait suivre pendant très longtemps. Parce que les faibles doses peuvent être assez logiquement plutôt responsables de dégâts plus long terme chroniques qui font le lit brutalement d'apparition d'une pathologie, mais au bout d'un certain nombre d'années, le bon sens irait vers ce type de mécanisme. Peut-être associé à d'autres facteurs à un moment donné. Exactement. Ou bien un autre pesticide qui a été rajouté. Ou l'accumulation de différents facteurs qui vont faire qu'à un moment donné, sur un terrain préparé par ces faibles doses, apparaît une pathologie donnée. D'accord, ok, on va très bien. Alors, on a encore une autre question. Alors, tu as dit à un moment donné, effectivement, qu'on retrouve les polluants, les pesticides, on peut les retrouver dans l'eau, dans l'alimentation, dans l'air, dans les sols. Et là, il y a une question sur les cours d'eau. Est-ce raisonnable de boire l'eau du robinet, finalement ? Ou du moins, j'imagine, dans certaines régions dont on sait que l'épandage est actif, où il y a beaucoup de... Oui, alors, c'est vrai que les sociétés d'eau qui distribuent l'eau vont avoir un certain nombre de produits qu'ils vont tester pour démontrer que l'eau est qualitative et bonne à boire, mais sur un certain nombre de critères très précis. Évidemment, je ne crois pas qu'ils dosent les 300 résidus de pesticides possibles dans la zone de collecte de l'eau. Est-ce que pour autant, boire de l'eau minérale, c'est mieux ? Je ne suis pas certain. J'avoue que je n'ai pas d'avis parce que l'eau minérale, elle est dans des bouteilles en plastique qui peuvent elles-mêmes relarguer certains produits. Les eaux minérales sont prélevées en profondeur et on sait que aussi les eaux en profondeur on retrouve des traces de pesticides dans les eaux en profondeur. Oui, peut-être que ces pesticides ne sont pas forcément dosés ou dosables finalement parce qu'ils sont... Moi, je serais très malvenu de dire qu'il ne faut pas boire l'eau du robinet quand elle est considérée comme sanitairement correcte par les organismes de contrôle des eaux. Elle est contrôlée, très contrôlée. Voilà. Très bien. Donc toujours dans la même idée, on mangeait bio. Donc là, c'est pareil, on parlait de l'alimentation, les pesticides qu'on pouvait retrouver dans l'alimentation, secondairement aux épandages, par exemple, est-ce que finalement manger bio permettrait de réduire le risque
développer, ou l'incidence des leucémies? Alors, Est-ce il que- n'y a pas d'étude qui permet de dire oui, il faut manger bio pour avoir moins de leucémie. Ça, personne ne peut le démontrer. Après, faut-il manger bio pour se sentir mieux et limiter les risques de maladies liées à une accumulation sur le long terme de pesticides? Le bon sens populaire dirait oui. Ouais. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'argument qui laisse à penser que c'est démontré. Ce qui est clair, c'est que il faut quand même intégrer le risque, enfin l'exposition aux pesticides de la population générale avec les autres facteurs de risque. Il y a la pollution à d'autres produits, des produits dérivés des produits pétroliers. Il y a le tabac, etc. Il y a tous les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires qu'on connaît liés à la malbouffe, etc. Donc, je pense qu'il faut relativiser les risques les uns par rapport aux autres et que, globalement, avoir une hygiène de vie qui associe une alimentation équilibrée avec des produits plutôt orientés vers le bio ou avec une faible utilisation de pesticides et avec un Nutri-Score A, évidemment, on peut imaginer que sur le long terme, on a moins de risques de développer des maladies. Bien sûr. Voilà. Comme on a moins de risques de développer des maladies liées aux pesticides, si on réduit les doses finalement. Le bon sens voudrait que si on réduit les doses et les cocktails, bien sûr, finalement, on pourrait imaginer... Bien sûr. C'est vrai que c'est la difficulté, c'est que pourrait-on avoir, si demain on n'utilisait plus aucun pesticide dans le monde agricole, à l'échelle française, européenne, voire mondiale, c'est pas pour autant qu'on ne continuerait pas à être exposé. On serait exposé par les produits rémanents dans les sols, dans les eaux, et puis on serait aussi exposé à d'autres problèmes, puisqu'on n'aurait peut-être pas des rendements suffisants pour nourrir la planète. On aurait peut-être plus de parasites, plus d'autres problèmes qui font que c'est difficile d'avoir une position ultra manichéenne sur le sujet. Ces produits, ils sont utiles à très très faible dose, enfin à la juste dose. Il faut limiter leur usage au maximum et puis avoir une attitude, quand on le peut, préventive à l'échelle individuelle. Complètement. Limiter leur usage en quantité, mais en nombre aussi. Certainement. Certainement en nombre également. Certainement, mais on voit quand même que dans les pays occidentaux qui utilisent beaucoup de pesticides, on a quand même une tendance à l'augmentation de l'espérance de vie, d'accord, qui est aussi liée au fait qu'on a des produits qui sont sur le plan sanitaire et alimentaire qui sont de qualité. Je parle pas de la présence de pesticides. Comme je disais, on en trouve des traces dans 40 à 60% des produits de l'alimentation, et avec des seuils dépassés pour 6-7% d'entre eux. Mais globalement, on a quand même une augmentation de l'espérance de vie dans les pays occidentaux qui ferait rêver certains pays en voie de développement quand même. Alors que c'est dans ces pays, il y a aussi cette utilisation des pesticides. D'accord. Mais c'est comme tout, je pense que dans la vie, il faut avoir une attitude raisonnable et raisonnée, et que tout est bénéfice-risque, avantage, inconvénient, et qu'il faut connaître les risques pour les gérer au mieux. Et si on peut espérer que la recherche aboutisse à des recommandations en disant si vous êtes dans une zone où il y a un peu plus de résidus, vous êtes un peu plus exposé, il faudra plutôt, par l'alimentation justement, avoir une attitude de prévention, pour contrer les effets auxquels vous êtes exposé malgré vous et probablement pour longtemps. C'est peut-être l'alimentation qui est une thématique phare de l'Université de Tours. L'alimentation est certainement une source d'amélioration de cette problématique. Complètement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, une autre question, mais c'est un peu ce que tu viens de dire finalement. On vient d'en discuter. Y a-t-il plus de risques à la campagne qu'au milieu urbain? Bon, après, tu vas me dire, quelle campagne? C'est ça, oui. Est-ce que c'est la Beauce? Est-ce que c'est l'Ardèche? Est-ce que je ne pourrais pas répondre à cette question. Je pense que ça dépend peut-être de l'épandage de l'activité agricole. On pourrait imaginer que... Oui, mais il y a d'autres bienfaits à la campagne, et puis il y a d'autres risques dans le milieu urbain. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Oui, puis encore une fois, on parlait des associations. Il y a d'autres risques dans le milieu urbain qui pourraient
associé à des faibles doses de pesticides, avoir des effets délétères. Complètement. Alors en termes de prévention, que faudrait-il faire pour anticiper les effets néfastes des pesticides sur le cancer du sang? Bon, ça aussi, on en a un petit peu... Oui, je pense avoir déjà répondu à cette question. Sur je pense que si on parle des agriculteurs et le risque d'exposition de développer une hémopathie lymphoïde, une maladie du sang lymphoïde, donc leucémie lymphoïde chronique, lymphome, la prévention, c'est en utiliser le moins possible. Mais les jeunes agriculteurs, ils sont très sensibles. C'est utiliser des moyens de protection systématiques. Puis informer aussi, je pense. Et puis renforcer l'éducation et l'information. Mais ça, je pense que les actions sont déjà très avancées dans le domaine. Oui, complètement. Tout à fait. Puis aussi, renforcer la surveillance aussi de ces professionnels. Il faut qu'il y ait une médecine du travail très, très attentive à ça, mais c'est certainement le cas. Compte tenu de leur risque de développer ces pathologies. Oui, complètement. Alors, tout à l'heure, tu parlais de niches, finalement, et que ces pesticides pouvaient s'accumuler, finalement, dans ces niches-là. Je sais que tu ne veux pas parler de cancer en dehors de leucémie, mais on peut imaginer que pour d'autres organes ou d'autres types de cancers, il y a d'autres niches. Moi, je pensais par exemple du tissu adipeux, dont on sait qu'il peut accumuler aussi. Donc, on pourrait peut-être imaginer que dans d'autres niches, autres que la niche mésenchymal, la niche leucémique, je ne sais pas si je dois l'appeler leucémique, mais cette niche-là, on pourrait peut-être faire un parallèle je pense qu'on peut pas du tout. Il y a quand même des associations avérées entre exposition à forte dose de pesticides et d'autres cancers. C'est pas le sujet de la conférence de ce soir. Du tout. Mais ça, c'est une réalité. Je pense que là où on peut faire on a une piste de progrès importante dans les hémopathies, les maladies du sang, c'est notamment en comprenant mieux tout ce qui se passe autour des cellules hématologiques qui sont à l'origine des différents types de globules blancs, globules rouges et plaquettes, ce qu'on appelle l'environnement, et ne pas considérer que ces cellules, elles sont isolées dans un vide interstellaire et qu'elles sont en contact avec beaucoup d'autres tissus, beaucoup d'autres cellules dans la moelle osseuse. Et la compréhension des mécanismes de régulation, l'importance du micro-environnement dans le contrôle de la prolifération et différenciation physiologique, et évidemment dans des contextes pathologiques, est un élément extrêmement important parce que ça sera une source, et c'est déjà une source de nouvelles stratégies thérapeutiques qui vont être essentielles. Complètement. Et on a la communauté scientifique est bien consciente de cette problématique, puisque on s'est notamment fédéré au niveau national au sein d'un réseau de 27 unités INSERM CNRS sur le micro-environnement tumoral et pour partager nos expertises et essayer de proposer de nouvelles stratégies thérapeutiques, là bien au-delà du cancer du sang, mais qu'on va retrouver dans d'autres types de cancers. Complètement. Donc c'est un champ qui n'était pas exploré, pas tellement exploré jusqu'à ces 15-20 dernières années et qui est très en vogue actuellement et une grande source d'espoir de nouvelles stratégies thérapeutiques, complémentaires des stratégies existantes. Donc là, on parle d'environnement général. Alors, il y a l'environnement général et il y a au sein de l'organisme le micro-environnement. C'est ça. C'est-à-dire ce qui est en contact avec les cellules essentielles qu'on connaît tous. Et qu'est-ce qui va contrôler, faire que ces cellules vont évoluer de façon éventuellement délétère pour donner des états précancéreux ou cancéreux. Très bien. Donc, dernière question. Quelle nouvelle piste dans la recherche pour le cancer du sein? Je pense là aussi tu as répondu un petit peu. Je pense que je viens d'y répondre. Ouais. Dans les maladies du sang, ce qu'on a fait depuis un très très grand nombre d'années, c'est d'étudier les cellules de la moelle, mais en prenant la moelle, on aspire, on étudie ces cellules, mais de façon assez globale. Et de façon assez globale, on prend un pool de cellules qu'on va analyser, et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les mécanismes qui vont aboutir à tel ou tel développement de pathologie. Et maintenant, avec les progrès de la technologie, on a les moyens d'étudier les cellules à l'échelle unicellulaire, d'une seule cellule. C'est-à-dire on va prélever
la moelle, et puis on va regarder non plus l'expression des gènes, par exemple, à l'échelle de 100 000 cellules, mais on va les regarder pour 10 000 cellules. On va regarder chaque cellule, l'expression de tous les gènes de chaque cellule. Et pour un patient donné, on aurait 5 à 10 000, par exemple, analyses d'expression génique à l'échelle unicellulaire. Et ça permet comme ça de comprendre que finalement, dans la moelle osseuse, là où on pensait qu'une leucémie, c'était la photocopie à l'identique de la même cellule et qui envahissait la moelle, en fait, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de types cellulaires au sein d'une leucémie et dont certains vont être à l'origine de la rechute. Certains vont être détruits par la chimiothérapie, voire les traitements qu'on va mettre en place, et puis d'autres non. Et elles vont dormir dans leur coin, favorisées par le micro-environnement, la niche, et puis elles vont se réveiller. Donc il y a cette hétérogénéité. Cette hétérogénéité des cellules cancéreuses est un élément très important à considérer, et c'est ce qu'on appelle des études de single cell RNA-seq. Et toutes les études à l'échelle unicellulaire permettront de bien comprendre la hiérarchie du développement des cancers pour mieux comprendre aussi pourquoi certains vont résister. Et en comprenant l'impact du micro-environnement sur le développement normal de l'hématopoïèse, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est aussi, et ce micro-environnement participe considérablement à la résistance au traitement. Et la chimiothérapie vont détruire une grande masse de cellules, mais pas celles qui vont être dans des contacts intimes avec les cellules de la niche et du micro-environnement. Et donc comprendre ces interactions, c'est aussi savoir les bloquer, les modifier pour resensibiliser des cellules qui ne l'étaient pas. Donc il y a à la fois cette hétérogénéité tumorale qui est très importante, il y a la notion d'interaction avec le micro-environnement qui est très importante, et la compréhension de tous ces mécanismes va être source de nouvelles thérapeutiques tout à fait porteuses d'espoir. Et en même temps, on a des grands progrès en hématologie, mais comme dans d'autres domaines, avec des cellules qu'on appelle les CAR-T, les cellules CAR-T-cells, là, qui vont être des cellules qui vont être tueuses des cellules cancéreuses, qu'on va techniquer pour éduquer, pour aller détruire les cellules cancéreuses du patient. On les éduque au laboratoire et on les réinjecte pour qu'elles aillent détruire les cellules du patient. Ces stratégies thérapeutiques sont extrêmement prometteuses, donnent déjà des résultats absolument spectaculaires, même si elles sont limitées à un tout petit nombre de patients pour le moment. Très bien. Donc on peut imaginer que les pesticides finalement agissent aussi sur ces différents paramètres que tu viens de citer dans le... Sur la relation avec le micro-environnement, c'est une réalité. D'accord. Je pense que c'est une réalité. Après... il n'y a rien encore de... ça va être difficile de faire une cartographie. Une des difficultés qu'on peut avoir aussi à l'échelle d'un individu, c'est de quantifier son exposition aux pesticides. Finalement, on pourrait imaginer que, en même temps qu'on va étudier l'expression de certains gènes, la recherche de telle ou telle anomalie dans un tissu donné, on pourrait se dire, tiens, je vais faire une photo de son niveau d'exposition aux pesticides. Ça, c'est très compliqué à faire. Et je pense qu'il y a peut-être une piste d'avenir si on arrive à trouver un moyen de quantifier l'expression aux pesticides les plus dangereux d'un individu donné. Par rapport à un autre. Comme on le fait pour les radiations, par exemple, les radiations ionisantes, on sait que les professionnels ont des dosimètres quand ils sont exposés. Les professionnels, non, le monde agricole n'a pas ces dosimètres à pesticides, etc. Il faut aller les rechercher dans des tissus particuliers. C'est toujours complexe par des techniques analytiques très lourdes. Je pense que si on arrive à développer cet axe-là, ça sera quelque chose de tout à fait intéressant pour les professionnels dans un premier temps, et puis la population générale ensuite. Okay. Donc merci beaucoup Olivier pour cette présentation. Bravo pour ce papier. Merci. Papier. Si on peut aider un petit peu à la connaissance et à la prise en charge des patients, on est content. Merci aux internautes pour toutes les questions posées qui ont alimenté ce débat. Donc on va clore le débat maintenant, et puis je vous donne rendez-vous pour la 3e édition de Détour de Science qui aura lieu les 11 et 12 mars 2022.